Hello, hello, vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Pour commencer, au moment où sera diffusé cet épisode, un appel à témoignage est en cours. Il suffit juste de me laisser un message sur une boîte vocale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Et si besoin, vous pouvez m'envoyer un mail podcastlaconsulte@gmail.com. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Evan. Evan a toujours voulu être médecin et il s'est donné les moyens d'y parvenir. Très rapidement, il réfléchit à comment les cours qui lui sont enseignés en première année pourraient être améliorés. Il s'engage dans le tutorat étudiant de sa faculté pour mettre en application ses idées. Et il se forme en tant qu'ingénieur pédagogique pour légitimer ses compétences en pédagogie. Avec Evan, nous avons évidemment parlé d'enseignement, et l'enseignant n'est pas toujours celui ou celle à qui on pense. Bonne écoute. Bonjour Evan, bienvenue à La Consulte. Bonjour Anne-Lise, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Alors pour faire simple, donc j'ai 32 ans, je suis médecin comme tu t'en doutes, je suis généticien médical et j'ai aussi une casquette, une formation d'ingénieur pédagogique. Et avec ces deux activités, en fait, j'ai un poste chef de clinique universitaire, assistant hospitalier, CCA. Il se trouve que donc j'ai vraiment les trois valences du chef de clinique universitaire, c'est-à-dire je fais du soin, donc généticien clinicien. Je fais de la recherche en recherche fondamentale et je fais de l'enseignement parce que j'ai la chance de coordonner les doubles cursus santé sciences à Lyon, c'est-à-dire les étudiants qui font à la fois médecine, pharmacie ou dentaire, plus un parcours scientifique complémentaire. Alors on va commencer par le commencement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai voulu faire médecine depuis au moins l'âge de 6 ans. Donc ça remonte à très très loin. Après, à l'époque, je ne pense pas que je connaissais la génétique médicale, ça aurait été un petit peu tôt. Puis d'ailleurs, quand je suis né en 91, en fait, la spécialité n'existait pas. Est-ce que tu avais des médecins dans ton entourage ? Tu sais d'où ça vient, cette envie, dès tout petit, de devenir médecin ? Alors j'avoue que j'ai pas trop de réponse à ça. Ma mère était manipulatrice en électroradiologie, elle aurait bien voulu faire médecine, et du fait du contexte familial, elle l'a pas fait, mais voilà, elle m'a, je pense, un petit peu donné envie de travailler dans le monde de la santé, parce qu'initialement j'avais quand même beaucoup hésité entre la radiologie et puis la génétique, et donc je pense que ça vient de là. Après, j'ai quelques médecins dans ma famille, mais pas forcément très proches. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de pharmaciens que de médecins dans ma famille. Mais après le bac, tu choisis quand même les études de médecine. C'est ça. Voilà, c'est effectivement j'ai choisi cette voie-là. J'ai pu, comment dire, expérimenter la joie de la première année de médecine. À l'époque, j'ai fait quelques petits parcours un peu étranges où j'ai limite triplé ma première année. Enfin, en réalité, j'ai pas triplé. J'ai fait une première année, une année de licence de biologie, et ensuite je suis revenu parce que j'avais vraiment envie de faire médecine, et du coup, je me suis donné un petit peu les moyens de réussir le concours. La licence de biologie, c'était pour acquérir des connaissances et peut-être aussi des méthodes de travail pour reprendre une deuxième première année en étant peut-être plus mature et avec plus de connaissances ? C'est ça, c'est qu'en fait j'avais un an d'avance. Pour la petite histoire, j'ai sauté ma grande section de maternelle, donc je suis arrivé en première année de médecine, j'avais pas encore 18 ans. Et en fait, donc j'ai pas réussi cette première année. J'avais discuté avec un de mes professeurs qui m'avait suggéré en fait de faire une première année de licence. Donc c'était SVT, sciences de la vie et de la terre. Et finalement, cette licence c'était quasiment le même programme que la première année de médecine, à ceci près que c'était plus mise en pratique, et aussi parce qu'on avait des cours de géologie que j'avais pas spécialement apprécié, mais bon, je les ai fait quand même. Et donc finalement, ça m'a permis de renforcer un peu les connaissances que j'avais, et oui, effectivement, de maturer pour revenir. Puis bon, après, il se trouve que c'est tombé pile poil au bon moment, puisque j'ai fait ma première P1 au moment où ça s'appelait vraiment la PCEM1, et au moment où les facs à Lyon, parce que j'étais étudiant à Lyon, ont fusionné. On avait 4 facs, on est passé à 2. Donc 2 années successivement, il y a eu des réformes différentes, et donc je suis un petit peu passé entre les gouttes grâce à ça. Donc tu réussis ta deuxième première année. Et ensuite, la vie à la fac, les études, ça se passe comment pour toi ? Alors je suis très vite tombé dans on va dire de la boulimie de l'engagement étudiant, pour appeler ça comme ça. En fait, dès ma première année, je m'étais dit, quand je voyais donc tous les étudiants investis dans la faculté, en particulier les étudiants qui étaient au tutorat de première année, je m'étais dit je vais absolument faire ça, à tel point où je notais
finalement mes notes sur mes cours, c'était pas tant les informations supplémentaires par rapport aux enseignements, mais c'était les projets qui me passaient par l'esprit pour faire évoluer le tutorat de première année. Et donc finalement, dès ma deuxième année, j'ai eu tendance à avoir deux vies en une partie où je faisais mes études de médecine, où j'étais très content et ravi de faire ce que je faisais, puis une autre partie où j'avais envie de faire des choses en plus finalement pour les autres, donc en l'occurrence avec la voie de la pédagogie via le tutorat. Donc j'ai fait tuteur en deuxième année de médecine, et en troisième année je suis devenu coordinateur du tutorat PACES sur Lyon-Est, puisque j'étais dans cette faculté. Donc en fait, dès la P1, déjà, cette idée de... Alors je sais pas si c'est enseigner, mais en tout cas d'aider les étudiants à apprendre, à réviser, c'était déjà présent à ce moment-là. C'est ça. Je pense que j'imagine que c'était là avant, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. En tout cas, cette étape de la première AT m'a marqué pour ça. Effectivement, je suis pas sûr qu'à ce moment-là, déjà, je conscientisais que c'était de l'enseignement, que je conscientisais ce que c'était que la pédagogie et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Mais voilà, effectivement, c'était déjà tout bien présent à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, quand j'ai recommencé à préparer un concours, cette fois-ci celui de l'ECN, j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je notais sur mes cours, j'avais un petit sigle, c'était QJSI pour quand je serai interne, et c'était les idées de comment on pourrait faire un tutorat de préparation à l'ECN. Si je comprends bien, c'était vraiment ce que tu notais en marge de tes cours, c'est tiens, comment est-ce que je pourrais faire passer cette idée-là auprès de mes étudiants plus tard pour qu'ils la comprennent et la maîtrisent. Et donc, tu as fait ça dès ta deuxième année de médecine, mais à ce moment-là, tu avais absolument aucune idée de ce que c'était que la pédagogie. C'est quelque chose qui était assez spontané, en fait. C'est ça, en fait, ça a été très spontané, et c'est qu'après, au fur et à mesure, en fait, où j'ai découvert que la pédagogie était une science au sens large, la pédagogie en général, la pédagogie des sciences de la santé, et la pédagogie médicale, et que finalement il y avait des choses que j'appliquais de façon empirique, qui en fait étaient finalement de l'évidence-based pédagogie, on va dire, avec des notions de précises et beaucoup plus carrées que ce que je pensais. Et voilà, à l'époque c'était plus des idées comme ça, c'était mettre en place des épreuves blanches supplémentaires, mais en autonomie en ligne, plutôt que d'être juste obligé d'aller en amphi pour remplir des cases de QCM. Bon, ça parle plus du tout aux plus jeunes étudiants, parce que maintenant on a tout sur tablette. Mais voilà, c'était vraiment ça. Je faisais ça de façon très spontanée. Honnêtement, je pense que je faisais plus... je m'occupais plus de ça que de mes cours, ce qui m'a posé quelques problèmes et apporté quelques rattrapages, mais bon, c'est comme ça. Et alors, toutes ces idées que tu avais notées en marge de tes cours pendant ta première année, tu as réussi à les mettre en pratique ensuite au tutorat ? Alors, je pense qu'une grande partie non, pour une raison toute bête, c'est que j'écris très mal et que j'ai une tendance à être pas très organisé, et du coup j'ai perdu beaucoup d'idées comme ça parce que je n'arrivais même pas à me relire. C'est toujours des problèmes que j'ai actuellement d'ailleurs, même j'écris des choses, je me dis c'est une très bonne idée, puis après je suis incapable de me relire et je me dis oh punaise, c'était vraiment très bien, mais là ça ne me revient pas. Non, mais plus sérieusement, je pense que j'en ai appliqué pas mal, et c'est surtout qu'en fait il y a des projets ou des idées que je pouvais simplement pas appliquer à ce moment-là, parce que quand on est en deuxième, troisième année, on a un certain périmètre d'action, on peut pas forcément tout faire. Mais typiquement, il y a des choses que j'avais un peu imaginées quand j'étais en deuxième, troisième année, que j'ai la chance de pouvoir maintenant appliquer en tant que chef de clinique, puisque finalement je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant qu'enseignant, et pourtant je côtoie finalement des étudiants qui participent au tutorat actuellement. Et tu aurais un exemple concret à nous donner ? Alors, parmi les exemples concrets d'idées mises en place, je veux dire. Ouais. Oui. Je pense que l'idée, peut-être deux idées concrètes, une vraiment aboutie et l'autre qui est plus anecdotique, on va dire. Celle qui est anecdotique, c'est que finalement, quand j'ai commencé à travailler à m'intéresser au tutorat, en fait, je me suis plongé pas mal dans les plateformes pédagogiques. Donc, les plateformes pédagogiques, c'est les logiciels finalement en ligne qui permettent à la fois déposer des enseignements, mais structurer aussi l'enseignement. Et moi qui étais un petit peu geek sur les bords, j'étais allé voir donc une journée de présentation des projets pédagogiques sur l'université de Lyon, où justement ils présentaient entre autres tous les modules, tous les espaces d'enseignement qui étaient sur cette plateforme pédagogique à Lyon 1. Et ils avaient dit voilà, on a fait un classement des modules pédagogiques les plus utilisés sur l'université. Ceux qui sont les plus utilisés, en fait, c'est les modules de première année de santé. Et il se trouve que le module du tutorat était en 7e position.
Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais attendez, on fait beaucoup de choses au tutorat, on va se donner une mission, le petit challenge, c'était de passer le module tutorat en premier en termes d'utilisateurs. Et en fait, on a fait évoluer le module avec les collègues responsables, donc ça c'était quand j'étais en troisième année, on a rajouté des options, il y avait déjà des forums pour que les étudiants puissent échanger, mais on a rajouté des épreuves en ligne, comme j'évoquais tout à l'heure, des épreuves numériques que les étudiants puissent faire en autonomie, on a rajouté des ressources pédagogiques supplémentaires, on a structuré toute notre communication sur la plateforme. En fait, en 3 mois, le module était déjà passé en premier. C'était un petit peu l'élément un petit peu drôle et anecdotique, mais finalement ça, moi, je m'étais posé la question déjà en première année, je me dis mais ces plateformes pédagogiques, c'est vraiment bien, on s'en sert quasiment uniquement pour poser des documents comme on ferait sur un cloud, et en réalité c'est tellement plus que ça. Donc ça, c'est une première idée. Puis après, la deuxième idée, c'est finalement une idée pour laquelle je suis assez fier. C'est un travail d'équipe, mais on a créé en fait un incubateur de projets pédagogiques. Donc, on a appelé ça l'initiative pédagogique étudiante, ou IPE. Et donc en fait, c'était un groupe d'étudiants qu'on a créé en 2013. C'était des étudiants qui étaient rattachés à l'association des étudiants en médecine de Lyon-Est et qui étaient là pour propulser, pour aider d'autres étudiants à faire des projets pédagogiques. L'idée était que finalement des personnes qui étaient vraiment à proximité finalement de l'institution, qui connaissaient l'association étudiante, donc qui connaissaient le fonctionnement de la faculté, les services numériques, les services pédagogiques, l'administration, étaient à même de donner des clés pour favoriser des projets pédagogiques, y compris pour un étudiant qui voulait faire un projet pendant 1 mois et ensuite partir faire complètement autre chose parce qu'il n'avait pas envie de s'engager dans un mandat associatif ou dans une activité d'élu étudiant. Et ça, en fait, ce projet, il est déjà, on a la chance qu'en fait, il existe toujours à l'heure actuelle. En fait, il va fêter ses 10 ans cette année. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir participé à créer donc cet incubateur qui a permis de créer plusieurs tutorats. Donc, c'est dans cet environnement qu'on a pu créer un tutorat pour le 2e cycle, et un tutorat en 1er cycle qui s'est créé cette année. On est passé de Ronéo, comme beaucoup d'étudiants connaissent, à des polycopiés donnés en début de semestre, validés par les enseignants. Et tout ça, c'était un travail collaboratif entre des étudiants et les différents membres de la faculté. Et là, je pense que ça fait partie des projets dont je suis le plus fier. Et je suis d'autant plus fier que finalement, maintenant, quand j'en parle aux étudiants qui sont finalement en 2e, 3e année maintenant, ils disent l'IPE c'est vachement sympa, et moi j'ai ma petite voix dans ma tête qui me dit t'as participé à sa création. Et c'est extrêmement valorisant. Ou après, parfois, j'avoue, je me la raconte un peu en disant j'ai participé à la création. Les étudiants font des yeux extrêmement ronds, sont très touchés, c'est assez drôle. Et alors, on va revenir à ton histoire et à ton parcours. Quand est-ce que tu as découvert que la pédagogie, c'était une science ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça s'est fait, j'ai pas un événement marquant. Je pense que ça s'est fait de façon fluide. Ce qui a peut-être participé, éventuellement, c'est parmi les événements dont je me souviens en tout cas, c'est typiquement la rencontre avec le professeur Christelle Lison, qui qui travaille à Sherbrooke, donc à l'université de Sherbrooke au Canada, et qui, pour résumer, enseigne aux enseignants à enseigner. En particulier, elle enseigne aux enseignants médecins à enseigner la médecine à des étudiants en santé. Et c'est déjà, cette espèce de réflexion un peu méta à se positionner un petit peu dézoomer et se dire, pour enseigner, il faut déjà apprendre à enseigner. Ça m'a permis de me plonger un peu dans la littérature dans ce domaine. Donc, je pense que c'est une façon aussi que j'ai eu de découvrir cette partie-là. Bon, pour la petite histoire, en fait, c'est elle, entre autres, qui a inspiré avec le doyen de l'époque, professeur Jérôme Etienne, qui était extrêmement investi en pédagogie, qui a inspiré cette idée d'initiative pédagogique étudiante. C'est grâce à la structure facultaire aussi qu'on a pu développer ce genre de choses, la confiance qu'il nous donnait. Donc je pense que c'est un premier point. Après, j'avoue qu'effectivement, j'ai pas spécialement de moments, à part peut-être des congrès. Le premier congrès médical que j'ai fait, en réalité, c'est un congrès de pédagogie médicale, précisément d'éducation médicale. Donc c'est un peu comme ça aussi que je suis un peu tombé dans la marmite de la pédagogie. Après, je pense qu'il y a quand même une distinction importante à faire, qui est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'on parle de pédagogie en général, et en tant qu'ingénieur pédagogique, j'aime bien distinguer la conception pédagogique. On a besoin de créer un contenu,
créer un cursus, et ça c'est de l'application pratique. On se base sur les connaissances scientifiques, mais c'est de l'application pratique. Puis à côté, il y a la recherche en pédagogie, la recherche en sciences de l'éducation. Là, c'est vraiment de la recherche. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes domaines. Quelqu'un qui est bon pédagogue sera pas forcément chercheur en sciences de l'éducation. Quelqu'un qui est chercheur en sciences de l'éducation ne sera pas forcément bon pédagogue. Donc pour la petite histoire, par exemple, le congrès de pédagogie médicale auquel j'ai participé et auquel je participe régulièrement, qui s'appelle l'AIMI, qui est un congrès européen de pédagogie médicale, c'est assez intéressant parce que finalement on parle beaucoup de pédagogie, mais toutes les interventions dans ce congrès sont pas forcément pédagogiques, et je trouve ça assez ironique. Et il y a une petite mise en abîme là qui fait légèrement chauffer mon cerveau. Et toi, du coup, tu te situes dans quel camp? C'est quoi, toi, ce que tu fais en pratique? Est-ce que tu aimes faire, du coup, dans le champ de la pédagogie, plutôt appliquer les connaissances ou plutôt aller chercher les connaissances? Alors je pense que je suis résolument plutôt du versant applicatif, on va dire. Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, on a des connaissances en sciences de l'éducation qui sont suffisamment élaborées pour faire de nombreux projets pédagogiques différents. Par exemple, tout ce qui est hybridation des enseignements, donc c'est-à-dire la relation entre le distanciel et le présentiel, tout ce qui est flexibilisation des enseignements, c'est-à-dire permettre aux étudiants de choisir qu'est-ce qu'ils vont apprendre, ce qui est pédagogie adaptative, donc adapté par exemple à des troubles des apprentissages, adapté en fonction des profils d'apprentissage, adapté grâce à l'IA. En fait, c'est des choses qu'on connaît déjà. Enfin, c'est des points de vue pédagogiques qui ont déjà des démonstrations, voilà, claires. Après, côté sciences de l'éducation enfin voilà, sciences, enfin pédagogie des sciences de la santé en général, on peut encore faire plein de choses. Il y a beaucoup de choses encore à démontrer, mais c'est vrai que moi je pars du principe que on a déjà beaucoup de temps à passer en fait à développer des projets pédagogiques. Après, pour être très clair, hein, en tant que universitaire, moi je me dois de faire des projets de recherche et de publier. Comme je disais tout à l'heure, je fais à la fois de la recherche fondamentale. En réalité, je travaille sur des variations génétiques. Je fais de la recherche clinique avec des patients. Je fais de la recherche en pédagogie. Et en fait, j'essaye autant que possible d'avancer aussi dans cette partie de ma carrière universitaire en publiant. Donc, j'essaye de faire des projets pédagogiques avec un sujet de recherche. Mais en réalité, je trouve que cette recherche en pédagogie, je trouve ça plus compliqué que la recherche qu'on peut avoir en santé en général, puisqu'en fait, dans le phénomène pédagogique, il va être très rapidement multidisciplinaire. C'est très difficile de faire de la pédagogie sans penser à de la sociologie, sans penser à de l'ethno, même à de l'éthologie, à la philo. On peut aussi faire de la psychométrie avec des sciences cognitives. Et c'est ça, d'ailleurs, moi, je trouve qu'il est extrêmement stimulant. C'est que finalement, c'est comme la génétique, la pédagogie, c'est extrêmement transversal. En fait, on passe très rapidement de plein de sujets. Enfin, on traverse beaucoup de sujets et c'est hyper stimulant. Donc, résolument, je pense que je suis quand même plutôt du versant conception pédagogique, mais bon, je pense qu'on est suffisamment peu dans ce domaine pour être obligé de faire un petit peu les deux, mais c'est pas à contre-cœur en tout cas. Dans ton parcours, on voit bien que la pédagogie, c'est quelque chose qui arrive très tôt. Et quand est-ce que tu te formes et comment pour avoir cette casquette d'ingénieur pédagogique? Alors, en fait, je pense que je me suis formé de façon un peu sur le tas pendant des années, avant de me dire qu'il fallait que je légitimise un peu ces compétences. En réalité, enfin, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dès le début, je me suis beaucoup intéressé aux plateformes pédagogiques. Donc, en réalité, c'est comme ça que je suis vraiment tombé dedans, hein. J'ai testé toutes les plateformes pédagogiques de l'université, j'essayais de comprendre comment ça marchait, comment on pouvait construire des enseignements grâce à ça. Donc ça, c'était une première étape déjà finalement de formation technique qui m'a appris aussi des concepts de scénarisation pédagogique. Parce que c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé, hein, mais quand je parlais tout à l'heure d'un ingénieur pédagogique, finalement c'est quelqu'un qui va accompagner un enseignant. Souvent un ingénieur pédagogique, en fait, il enseigne pas, sauf parfois il enseigne l'ingénierie pédagogique. Mais un ingénieur pédagogique, ça va aider à concevoir une petite séance, même quelques minutes d'un enseignement, à la conception complète d'un cursus et forcément toutes les étapes au milieu. Donc c'est extrêmement vaste en fait. Un ingénieur pédagogique, ça veut rien dire. C'est comme quand on dit je suis médecin, entre un médecin généraliste, un médecin interniste, un MPR, un généticien, c'est 4 spécialités totalement différentes. Et un ingénieur pédagogique, c'est pareil. Vous avez des ingénieurs plateforme, des ingénieurs plutôt axés en enseignement supérieur, d'autres plutôt axés primaire, etc., etc. Et finalement, donc moi j'ai fait de la pédagogie. Finalement, ça fait maintenant à peu près 12 ans que j'en fais.
Et au fur et à mesure, donc j'ai appris de plus en plus de choses, et je me suis dit quand j'étais interne que ça mériterait que je légitime un peu ces compétences. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, malgré tout, les diplômes, ça a tendance à aider un petit peu pour pour le CV certes, mais pour montrer qu'on a fait des choses dans sa vie. Et donc j'ai choisi de faire un master 2 en fait en sciences de l'éducation. Volontairement, j'ai pas fait un master 2 en pédagogie médicale, mais j'ai fait un master 2 donc en sciences de l'éducation avec une approche interdisciplinaire pour la recherche et l'enseignement. Et ce master 2, c'est ce master 2 en fait qui me donne ce titre entre guillemets d'ingénieur pédagogique. C'est comme ça que je le présente, comme j'ai plein de collègues qui sont ingénieurs pédagogiques sans être médecin, hein, bien sûr. Voilà, c'est comme ça que j'ai posé finalement ce nom. Mais en réalité, la formation, je l'ai fait pendant 10 ans avant. Et c'est une formation que je fais toujours, c'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique, c'est quelqu'un qui doit comprendre comment marche la psychologie cognitive, qui doit comprendre les modalités d'enseignement, qui doit comprendre les technologies de l'enseignement, qui se met à jour finalement sur la science dans ces domaines, sur aussi forcément les technologies associées. Et finalement, c'est quelqu'un qui apprend tout le temps aussi. Et par exemple, pour donner un point aussi de formation que j'ai eu, moi je me suis beaucoup formé à la gestion de projet, à la gestion d'équipe, à la gestion de réunions, puisqu'en fait, un des rôles de l'ingénieur pédagogique aussi, c'est de créer un projet et de l'amener jusqu'au bout, de dire voilà, on a un enseignant qui a une idée, comment on peut la mettre en pratique avec les modalités les plus adaptées. On considère que l'enseignant va être expert contenu, il apporte son savoir, et l'ingénieur pédagogique, lui, va être expert pédagogique et se dire voilà, vous avez ce contenu-là, on vous propose de le faire apprendre, vous faire comprendre de telle façon. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, je digresse souvent. Ma question c'était quand et comment tu t'es formé, donc tu y as répondu. Et je t'écoute et je me dis c'est absolument évident que enseigner c'est un métier indépendamment du contenu qui est enseigné en fait. Et là, je repense à tous les cours que j'ai eus, à tous les enseignants que j'ai pu côtoyer en stage. Et j'ai l'impression que ce que tu décris et qui me semble très logique quand tu le décris, je ne l'ai absolument pas vu dans mon cursus. C'est l'impression que tu as eue toi aussi. Le fait que l'enseignement, ça s'apprend et qu'il faut l'adapter en fonction des situations. Le fait que j'ai l'impression... l'enseignement, ça s'apprend et il faut l'adapter en fonction des situations. Quand toi, tu en parles, ça me semble absolument évident. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est absolument pas, ou en tout cas que quand moi j'ai fait mes études, c'était absolument pas la règle pour mes enseignants. Je pense que mes enseignants n'ont jamais été formés à l'enseignement, en fait. Je pense que c'est clairement pas qu'une impression. Comment dire, un petit point historique, ça fait que quelques années qu'on oblige les futurs hospitaux universitaires à faire un DU de pédagogie médicale, par exemple. Encore faut-il une conscientisation de l'intérêt de ce DU. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplir une case, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on en fait derrière. Mais effectivement, c'est quelque chose que je trouve très étonnant d'ailleurs dans le monde médical. C'est-à-dire qu'on est habitué à réfléchir, à avoir un raisonnement clinique qui se veut quand même relativement logique, qui a trait à l'humain, mais qui se veut quand même assez logique. Et on oublie assez vite finalement qu'on a appris la médecine et que par exemple si on apprend la rhumatologie, on n'a pas forcément appris la cardiologie. On a des restes de notre formation, mais c'est assez rare qu'un cardiologue va se permettre de faire de la rhumatologie et inversement. Et en pédagogie, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, on parle beaucoup du compagnonnage. On est assez envié en France avec beaucoup de stages à l'hôpital, mais en réalité, si on réfléchit bien, on n'a jamais été formé au compagnonnage. Ça, pourtant, des pays comme le Canada, comme la Suisse, on forme en fait à la supervision clinique. On n'envoie pas un chef de clinique ou un équivalent coacher ou superviser des étudiants sans l'avoir formé au préalable. Peut-être que je reviendrai sur le sujet de la supervision clinique tout à l'heure, mais pour donner un autre exemple, moi j'aime beaucoup demander aux enseignants, à des collègues, qu'est-ce que c'est pour vous enseigner ? La réponse a un peu changé, je trouve, ces dernières années. Mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, souvent la réponse qu'on me donnait, c'était, voilà, c'est les cours magistraux que je fais à la faculté. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, il y a une façon de voir les choses sur l'enseignement qui est pas celle qu'on peut avoir une fois qu'on est dans le bain de la pédagogie. C'est-à-dire que
enseigner, ça se fait finalement dans la vie de tous les jours. Dès qu'on est avec un étudiant ou avec un collègue à l'hôpital, en fait, on enseigne. Et ça, moi, je trouve justement c'est hyper intéressant à conscientiser pour deux raisons. Déjà parce que on a beaucoup d'enseignants. Enfin, décidément, je fais des lapsus. On a beaucoup de collègues qui aiment pas enseigner à la faculté. Ce que je peux comprendre, enseigner dans une amphi, c'est pas toujours le plus intéressant. Par contre, ce sont des très bons cliniciens, des très bons soignants, et ils pourraient enseigner de la meilleure façon de par leur expérience donc à l'hôpital. Et puis donc le deuxième point, c'est vraiment de se dire que on a une telle palette de possibilités pédagogiques que enseigner à la faculté, en fait, ça veut strictement rien dire. Historiquement, on parlait beaucoup du cours magistral, et on a quand même l'habitude de critiquer assez fréquemment ce cours magistral. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire maintenant, quand on me dit voilà, moi j'ai eu un cours magistral, c'était pas vraiment intéressant, eh ben j'ai tendance à demander, mais est-ce que vous avez réfléchi à comment était conçu le diaporama? Est-ce que vous avez réfléchi à quelle était votre posture en tant qu'orateur? Communiquer avec vos étudiants? Est-ce que vous êtes adapté à votre profil d'étudiant? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'enseigne pas de la même façon, bon, assez logiquement entre en deuxième année et en sixième année, mais surtout on n'enseigne pas de la même façon quand on est en DU, on a une population extrêmement diversifiée, ou quand on est dans un TD où on sait qu'on a 50 étudiants en deuxième année, en 8e semestre, et on sait qu'ils ont fait telle et telle matière. Et pour revenir sur les collègues qui n'enseignent pas à la faculté, mais qui enseignent spontanément et de façon implicite justement à l'hôpital, c'est parmi les éléments de supervision clinique, il y a un concept que j'aime beaucoup, qui correspond au modèle de rôle, qui est un modèle plutôt sociologique que pédagogique, enfin c'est vraiment à la frontière. Modèle de rôle, c'est finalement comment on s'inspire d'une personne qui potentiellement a le rôle qu'on est supposé avoir dans quelque temps. Donc typiquement, c'est on va s'inspirer pour se former du senior ou de la personne hiérarchiquement mieux placée que nous. Et le modèle de rôle, il peut être à la fois explicite et implicite. Un modèle de rôle explicite, ça va être quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, là je vais voir le patient, donc comme tu remarqueras, je me présente au patient, j'ai toqué à la porte avant d'entrer, je me chauffe les mains avant de palper son ventre pour regarder s'il a une hépatomégalie, etc., etc. Donc ça, c'est la version explicite et c'est la version formulée. Et là, finalement, on est assez vite attentif. Mais il y a l'autre partie qui est le modèle de rôle implicite. C'est là où je disais tout à l'heure que on enseigne sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand vous faites une consultation avec un étudiant plus jeune et que vous vous présentez pas, ou alors que vous vous présentez, quand vous utilisez certaines phrases, certaines formulations, l'étudiant en face de vous, il va finalement apprendre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'étudiant en réalité, c'est pas tant l'étudiant inscrit à la faculté, c'est à peu près n'importe qui fait une action avec vous. Y compris vous apprenez dans vos échanges avec un collègue, autour d'un café. Et là, c'est pareil. Si vous écoutez ce qui se passe dans une consultation avec un collègue, ou alors si vous regardez un collègue opérer, et ben vous allez dire tiens, il a fait tel geste, il a dit telle phrase, et vous allez potentiellement conscientiser des choses et les reproduire par la suite. Et ça, ce modèle implicite, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois négatif et positif. Négatif parce que je pense qu'on a tous des exemples de collègues qui ont dit voilà, ça, je veux surtout pas faire comme ça. Et des éléments positifs, on dit punaise, la formulation qu'il a utilisée ou le geste qu'il a utilisé là dans cette technique, je veux le reproduire. Alors qu'en fait, il n'y a pas eu d'échange du tout. Et ça, moi je trouve que c'est une forme d'enseignement extrêmement importante. Et on n'a pas besoin d'hôpitaux universitaires en fait pour enseigner. On a besoin de personnes qui réfléchissent à comment ils enseignent, y compris au lit du malade, y compris autour d'un bureau, autour d'un café, pour à peu près n'importe quoi. Et ça s'applique en santé et complètement en dehors de la santé aussi. Ça veut dire que finalement, je vais prendre un exemple que je connais, donc moi, voilà. Quand je fais la visite avec l'infirmière et qu'il y a l'élève infirmière qui est là, en fait, je fais de l'enseignement sans le savoir. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être que, alors pour l'infirmière et aussi pour l'élève infirmière, elles vont se dire ah ouais, c'était vachement bien cette façon d'aborder le problème. Je vais essayer de m'en inspirer la prochaine fois. Ou au contraire, j'espère qu'elles se le disent pas, mais bon, tant pis. Ah ouais, non, là, elle a fait une bourde. Dire les choses comme ça, c'était vraiment pas adapté à la situation. Et en fait, ce que tu es en train de m'apprendre là aujourd'hui, c'est que je fais de l'enseignement sans le savoir. Tout à fait. Et moi, c'est ça que je trouve génial en fait. Il y a un côté un peu angoissant, faut l'avouer, mais c'est quand même assez génial. Ça devient un petit peu vertigineux parce que ça veut dire que ton travail, toi, en tant qu'hospitalo-universitaire et en tant qu'enseignant,
c'est finalement de transmettre tes connaissances en génétique à tes étudiants, mais c'est aussi transmettre à tes étudiants ta façon d'enseigner, ou tes façons d'enseigner peut-être, pour que ensuite ces étudiants transmettent à d'autres étudiants. Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, on peut mettre une nuance à ça, c'est le patient, en fait. C'est que finalement, cette histoire d'enseigner sans le savoir, en fait, c'est ce qu'on fait avec les patients. Quand on explique une conduite à tenir, quand on s'assure qu'ils ont bien compris, c'est une forme d'enseignement aussi. En fait, l'objectif est pas le même. Et souvent, j'ai tendance à comparer, par exemple, entre un enseignement type cours magistral et une conférence. Si vous faites une conférence au sens conférence scientifique, quand vous faites un cours magistral, l'objectif derrière, c'est par exemple, c'est de poser des questions à l'examen. Donc vous allez avoir une certaine posture pour le faire. Quand vous faites une conférence, mettons, je sais pas, au hasard, à la fête de la science, l'objectif c'est plus de faire rêver. Si les personnes à la fin, elles ont retenu que 3% de votre présentation, à la rigueur, peu importe. Et en fait, par rapport à vos patients, c'est pareil. C'est-à-dire que pour vos patients, vous n'allez pas leur sortir la grille de QCM à la fin de la consultation pour vérifier qu'ils ont bien compris. Quoique peut-être dans le cadre d'éducation thérapeutique du patient, ça peut arriver. Mais je trouve que finalement, même si les étudiants que j'ai ne vont jamais enseigner au sens universitaire du terme, ces compétences de communication, ces compétences de formation, ça peut les aider. Donc finalement, apprendre à enseigner, enseigner quand on est médecin, c'est enseigner la médecine, c'est enseigner le relationnel avec le patient, c'est enseigner la confiance qu'on donne au patient, qu'on instaure dans la relation. C'est assez vertigineux en fait de concevoir notre métier de médecin par ce prisme-là, non? C'est vrai que s'il y a un côté... moi, je trouve que ça fait un peu ouvrir la boîte de Pandore, où on se dit qu'on a encore plus de choses à apprendre que ce qu'on pensait. Puisque, pour donner un exemple, là, comme tu as évoqué ma spécialité, la génétique, on souffre en génétique d'être une spécialité assez mal connue. On a encore des collègues qui viennent nous dire, mais attendez, vous êtes une surspécialisation de la pédiatrie? Ah non, pas tout à fait. Mais donc vous voyez des patients? Je dis, ah bah oui, on voit des patients. Et vos patients, c'est des tubes? Ah non, non, on voit des vrais patients, on les examine. Et ça demande de prendre un petit peu de temps pour expliquer à quoi on sert, à quel point c'est important d'avoir un généticien dans un centre hospitalier. Et finalement, on a aussi toute une part de pédagogie à avoir auprès de nos propres collègues, d'expliquer le côté finalement vertigineux, que c'est suffisamment compliqué pour avoir besoin de spécialistes dans ce domaine. Après, je pense que c'est vertigineux, mais aussi il faut aussi apprendre finalement à considérer qu'on peut pas tout faire et qu'on peut pas être bon partout. Moi, c'est ce que j'explique souvent à mes étudiants, en particulier les étudiants que j'ai dans mon service. Alors j'avoue que là, depuis que je suis chef de clinique, j'ai un petit peu moins le temps de le faire, malheureusement. Mais je sais, par exemple, dans mon premier semestre d'internat, je m'attachais à demander à mes étudiants, en fin de consultation, alors souvent je leur en parlais avant, je commençais à leur en parler, enfin à leur parler des modèles de rôle, par exemple, et je leur disais, voilà, dans la consultation, essaye de trouver une phrase qui t'a particulièrement marqué, et une phrase que t'aurais pas formulée de la même façon. Et justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le côté un peu angoissant de se dire qu'un collègue, étudiant ou pas étudiant, va considérer une situation ou alors une formulation, une attitude pas adaptée. À la rigueur, moi j'ai pas une très grande confiance en moi, honnêtement, mais justement j'aime bien un peu me challenger en demandant aux étudiants comment ils auraient fait telle formulation, comment ils auraient vu les choses, parce que malgré tout on n'est pas parfait et il y a plein de situations en consultation où on aurait voulu faire différemment, y compris parce que tous nos patients sont différents et il faut s'adapter aux patients. Et ça, je trouve c'est vachement intéressant parce que les étudiants, déjà, ils sont assez perturbés qu'on leur demande leur avis, mais justement, quand ils arrivent à formuler en disant voilà, il y avait telle phrase, j'ai tiqué un peu parce que voilà, du fait de mes antécédents personnels, du fait de la phrase que tu avais dit avant, et ça, je trouve que c'est assez intéressant justement d'assumer finalement qu'on peut s'améliorer toujours dans cette thématique de formation un peu implicite, de pédagogie implicite vis-à-vis de nos patients. J'ai un peu digressé, je suis pas sûr que ce soit très clair là, ce que je viens de dire. Je t'écoute et en fait ce que je comprends là de ce que tu me dis, c'est que finalement, quand on a le rôle, la posture d'enseignant, on peut s'en servir pour mettre l'étudiant
dans la posture de la personne qui va apprendre quelque chose à l'autre, en fait. Tu vas demander un feedback à l'étudiant et du coup, c'est toi qui vas te retrouver dans la position de celui qui apprend de l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, je me dis qu'on se retrouve dans des relations, j'essaie d'imaginer ça à l'hôpital, dans un service de soins, où finalement on sort d'une hiérarchie très verticale, j'allais dire à l'ancienne, mais qui je pense existe encore dans pas mal d'endroits, pour être finalement, avec cette philosophie de l'enseignement, on peut redéfinir les relations dans un service, et où finalement, moi je trouve ça hyper intéressant parce que on s'apprend tous des choses les uns les autres, et on est dans quelque chose de beaucoup plus solidaire peut-être, de plus. Tu parlais de co-construction tout à l'heure, et du coup, ça permet. Enfin, ce que tu me dis me fait beaucoup réfléchir en fait, et je me dis qu'on peut vraiment redéfinir les relations qu'on a avec les collègues en les repensant par ce prisme. Je sais pas si tu me suis. Si, je te suis très bien. J'avais pas, on va dire, osé aborder ce point-là pour l'instant, mais en fait, moi, je trouve que en ayant ce type de casquette là, d'intéressé par la pédagogie, et en plus, à côté de ça, de geek, euh, ça m'a vraiment fait comprendre qu'on avait chacun des compétences différentes. Et ça, pour la petite histoire, moi, quand j'ai fait mon master 2, j'ai appris à faire des CV par compétences. On a l'habitude, souvent en médecine, de commencer nos CV en mettant nos diplômes, notre liste de diplômes. Maintenant, mon CV, en fait, moi, j'ai mis mes compétences au début, de soignant, de chercheur, de pédagogue, et puis après, j'ai mis les diplômes, parce qu'en fait, avoir un diplôme, si vous prenez 10 personnes qui ont le même master 2 que moi, on a 10 profils extrêmement différents. Bon, pour la petite histoire, en plus, c'était un master 2 international, donc il y a des gens de partout dans le monde, et c'était très stimulant aussi pour ça. Et en fait, ces compétences, moi, enfin, quand j'ai la chance de tomber sur des supérieurs hiérarchiques qui estiment ses compétences, quelles que soient, qui estiment, pardon, la diversité des compétences de la personne, sans se préoccuper de l'expérience au sens de l'âge, bah, je trouve que c'est vachement stimulant. En particulier, j'ai des collègues, donc mieux placés hiérarchiquement que moi, qui m'apprennent énormément de choses dans ma discipline en tant que généticien médical, par exemple. Donc j'apprends énormément d'eux et je les respecte pour ça. Et de l'autre côté, qui acceptent que moi, petit chef de clinique, leur apprenne des choses en pédagogie médicale. Et ça, pour le coup, pour moi, justement, ça fait partie des relations de travail les plus intéressantes. C'est que c'est pas une question d'expérience en termes de longévité dans la carrière, c'est qu'on a chacun développé certaines compétences et qu'on a tous finalement gagné finalement des compétences des autres de façon bienveillante. L'idée c'est pas de vampiriser et de s'approprier les connaissances des autres, mais je pense qu'effectivement on a beaucoup à échanger. Et donc par rapport aux étudiants, ce que je trouve hyper intéressant justement en mettant les étudiants un peu comme ça dans la posture finalement inverse de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, déjà ça leur permet aussi de réfléchir en fait à comment typiquement quand je leur pose des questions en fin de consultation, je leur demande pas seulement des questions de sémiologie ou des questions de diagnostic, justement j'essaye de leur faire réfléchir. Il y a un peu un côté méta sur comment ils conçoivent la consultation, comment des choses aussi bêtes comme comment vous positionnez le patient devant le bureau, comment vous l'accueillez dans la pièce. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur demander leur avis. Par exemple, si j'essaye de faire évoluer un enseignement, par exemple là, moi j'ai mes étudiants en double cursus, je les rencontre régulièrement pour dire voilà, on vous propose des stages de recherche, ils sont conçus comme ça, comment vous le vivez, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, parce qu'en fait moi j'ai mon avis, et encore une fois, comme je vous dis, j'ai 10 ans maintenant d'expérience en pédagogie médicale, mais je suis plus étudiant. Enfin si, je considère que je serai toujours étudiant toute ma vie. En génétique et en pédagogie, on doit apprendre toute sa vie, mais en l'occurrence, moi je gère un cursus pour des étudiants qui sont pas de ma génération. Donc à mon sens, je peux avoir un avis très précis sur ces questions-là, avec une expérience en pédagogie, mais j'ai besoin d'avoir leur avis là d'étudiants de cette génération qui ont en plus d'autres enseignements à côté qui sont pas les miens, et là pour le coup que je peux pas gérer. Ouais, enfin, ça remet en perspective, pour moi, dans mon expérience et dans ce que j'ai vécu de l'hôpital, et je pense qu'on n'y est pas encore vraiment à avoir l'enseignement comme un échange et pas comme quelque chose à sens unique, en fait. Oui, moi j'ai beaucoup de mal à le conscientiser différemment maintenant.
mais je suis biaisé. Et du coup, ça fait des années que j'y réfléchis. Pour la petite histoire, quand je disais tout à l'heure que je réfléchissais déjà en première année, et puis j'ai refait pareil en sixième année. En fait, je pense que ça m'a pas beaucoup aidé pour réussir ces concours-là. Mais par exemple, j'ai passé beaucoup de temps dès ma deuxième année à déconstruire complètement tous les diaporamas de mes enseignants, à tel point que du coup, parmi mes compétences finalement en ingénierie pédagogique, donc je parlais des plateformes pédagogiques tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui est présentation assistée par ordinateur, comment on conçoit une présentation, un diaporama. Et ça, en fait, j'ai mis ces compétences à profit dès mon externat, où j'ai aidé des internes qui allaient passer leur thèse à concevoir leur présentation de thèse. Donc c'est pas forcément banal, un externe qui aide un interne à faire sa présentation de thèse. Et ça, pour le coup, j'étais très content de voir que des internes étaient ouverts à la question, parce qu'effectivement, on leur avait jamais parlé de ce genre de sujet, et l'échange était là. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que j'en ai profité pour apprendre des choses, en l'occurrence sur leur sujet de thèse ou sur comment ils voyaient leur discipline à ce moment-là. Alors, ça rejoint la question que j'avais envie de te poser, c'est avec tout ce bagage pédagogique que tu t'es construit, j'imagine que tu as dû te retrouver dans des situations, tu as dû souffrir, non, des fois, pendant certains cours ou peut-être même encore maintenant, pendant certaines formations, parce que cette approche de la pédagogie, c'est finalement assez récent de ce que tu me disais tout à l'heure. Ma question, c'est comment tu as vécu tes études et comment tu vis maintenant ta formation avec tes compétences en pédagogie? Comment répondre à ça de façon diplomatiquement correcte? Non, plus sérieusement, je pense que j'en ai souffert un petit peu, dans le sens où si je suis tombé dans la pédagogie, c'est aussi parce que j'avais du mal à suivre en fait les enseignements en général. Pour être très honnête, je me suis aperçu au cours de mes études de médecine que j'avais quelques troubles attentionnels, sans forcément aller dans les détails. Et je pense que c'est aussi comme ça en fait que j'ai commencé à décortiquer les diaporamas. C'est que dans ma tête, je me disais mais comment on peut faire pour que ce diaporama soit vraiment là pour attirer notre attention et pour participer à rendre le cours intéressant, et pas seulement intéressant, pertinent pour ce que je devais apprendre surtout à long terme. Et donc plus ça allait, plus je me disais effectivement telle modalité pédagogique, j'aimerais bien l'avoir appliquée. Pour donner reprendre mon exemple que je reprends depuis tout à l'heure, quand je vous parlais quand je parlais tout à l'heure des plateformes pédagogiques, ça fait dès ma deuxième année, je me suis rendu compte que ces plateformes ont déposé des cours dessus, sans réfléchir à la scénarisation, sans réfléchir simplement aux modalités pédagogiques qu'on pouvait mettre en place sur ces plateformes, de l'interactivité, des vidéos, des contenus supplémentaires, etc. Et en fait, 10 ans plus tard, maintenant, quand j'ai cette vraie posture d'enseignant, maintenant je suis plus au tutorat, je suis vraiment un vrai enseignant entre guillemets. Bon, après, c'est assez ironique, je fais plus de l'ingénierie pédagogique que de l'enseignement. Je fais assez peu de cours à l'heure actuelle. Mais ces plateformes pédagogiques, en fait, on s'en sert toujours beaucoup comme des espaces de stockage de cours. Simplement parce que on n'a pas forcément la culture de la pédagogie numérique, et aussi on n'a pas le temps, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que pour faire de la bonne pédagogie, on fait pas de la pédagogie sur un coin de table. Il s'agit pas de dire on fait un cours interactif pour que le cours devienne interactif. Et d'ailleurs, moi, c'est une de mes petites angoisses de pédagogue. Je fais pas beaucoup de cours du coup, mais par exemple le vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de faire un cours à un DU, et mon stress à chaque fois, c'est de me dire certes, je parle de pédagogie très régulièrement, mais si je fais un cours à des personnes qui savent que je fais de la pédagogie, est-ce qu'ils vont pas me dire mais votre cours n'est pas pédagogique? Et ça, c'est là quand même la petite angoisse. Puis après, c'est comme je disais tout à l'heure, je pars du principe que je suis capable de me remettre en question, que tout peut s'améliorer, et justement, j'ai commencé mon cours par un questionnaire que j'ai envoyé avant le cours pour savoir ce que les étudiants attendaient, et j'ai envoyé un questionnaire après le cours pour savoir ce que les étudiants ont pensé de l'enseignement, en disant lâchez-vous, l'important c'est que le cours soit amélioré pour les années suivantes. Donc voilà, après je pense que j'en souffre un peu, mais je pense que de toute façon, comme on peut déjà on peut améliorer des choses sur plein de sujets, donc finalement je m'en sors pas si mal, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir rencontré pas mal de gens qui m'ont fait confiance et qui trouvent que finalement ces réflexions-là en pédagogie sont pas complètement délirantes,
Il y a de plus en plus de collègues qui font de la pédagogie, et d'ailleurs je vais avoir la chance de commencer une thèse en pédagogie l'année prochaine. Et donc ça veut dire que j'ai des collègues qui sont plus avancés dans leur parcours, qui ont déjà des casquettes, et, enfin comment dire, des formations et des compétences suffisantes pour m'encadrer sur des projets de recherche en pédagogie. Donc ça a tendance à évoluer. Donc j'ai tendance à dire qu'avant ça me posait un peu problème. Maintenant, bon bah je me dis effectivement, on peut toujours faire mieux. Sachant que vraiment maintenant que je suis médecin au sens, enfin je suis plus médecin qu'étudiant, je vois à quel point la pédagogie ça reste un fragment de notre activité, et je comprends aussi beaucoup de collègues qui aimeraient en faire plus en enseignement, mais qui simplement sont tellement pressurés par les autres activités du médecin ou du soignant en général que bah, ils peuvent pas forcément améliorer autant qu'ils voudraient. Au tout début, quand tu te présentais, quand tu as commencé à expliquer ce que tu faisais, ça me semblait assez logique de choisir une voie hospitalo-universitaire quand on s'intéressait à la pédagogie, parce que justement, il y a cette valence enseignement dans la carrière universitaire. Là, au stade de la discussion, ça me semble plus aussi évident de choisir une carrière hospitalo-universitaire quand on s'intéresse à la pédagogie. Alors pourquoi toi, tu t'es lancé dans l'aventure hospitalo-universitaire ? Je me permettrais de répondre par une question. Pourquoi ça te semble plus si évident, pour être sûr de... Parce que finalement, pour quelqu'un qui s'intéresse à la pédagogie, à l'enseignement, bah finalement en médecine, quand on veut faire de l'enseignement, bah on dit enseignant, c'est-à-dire hospitalo-universitaire. Ce que tu expliquais tout à l'heure, c'était que l'enseignement est partout, tout le temps. Et donc, je me dis que tu n'avais pas forcément besoin de faire ce choix de l'hospitalo-universitaire pour enseigner. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une carrière universitaire ? Ce qui est bien, c'est que tu as répondu toi-même à ta propre question, donc ça va m'aider. En fait, j'ai pas forcément choisi de faire universitaire. C'est-à-dire que je pars du principe que là, pour la suite de ma carrière, je serais très content d'avoir un poste de titulaire, mais je vais pas chercher à tout prix à avoir un poste hospitalier universitaire à très court terme. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, effectivement, j'estime que j'ai pas besoin d'être universitaire pour enseigner. En particulier si je fais pas forcément de la recherche en enseignement. Pour donner un exemple tout bête, si je deviens praticien hospitalier, j'ai une myriade d'activités possibles juste au sein d'un centre hospitalier ou d'un CHU, ne serait-ce que par exemple développer la supervision clinique, comme j'évoquais tout à l'heure. Après, il se trouve que dans le poste que j'ai actuellement, c'est un poste de chef de clinique donc universitaire au sens strict, c'est-à-dire que je pense que la majorité des chefs de clinique ont théoriquement un 50% universitaire et théoriquement un 50% hospitalier, mais en pratique c'est plutôt un 100% hospitalier et puis un autre 50% universitaire, et on sait pas bien où le caser. Il se trouve que moi dans mon activité j'ai vraiment un vrai 50%, c'est-à-dire 2 jours et demi par semaine je suis à l'université, je suis dans un laboratoire de recherche, et 2 jours et demi par semaine je suis à l'hôpital. Et j'ai 2 chefferies différentes, et ça rend les choses un tout petit peu compliquées pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'en fait quand je suis à l'hôpital, je fais entre autres de l'enseignement, c'est-à-dire que je participe à la supervision des étudiants. Là, on va travailler sur les échos, par exemple. Et quand je suis donc à l'université, j'ai une activité de recherche fondamentale, donc c'est un peu à 25%, et j'ai une activité d'enseignement, donc comme je disais, c'est de la la coordination, cursus, donc avec mes étudiants double cursus. Et donc ce poste-là, j'ai eu la chance donc finalement qu'on me l'ait proposé. En fait, on me l'a proposé entre autres parce que j'avais cette compétence en pédagogie. Et probablement que ça va me mener à une carrière universitaire. Mais en réalité, honnêtement, c'est pas ce que je recherche. Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois. Je cherche pas à être universitaire, je cherche à faire de l'enseignement et de la pédagogie. Et on verra bien vers quoi ça me mène. Après, comme je disais de temps en temps, si ça m'amuse, je peux laisser tomber médecine, je peux aller travailler comme ingénieur pédagogique à peu près n'importe où, il en faut plein. Mais étonnamment, j'ai envie de continuer à avoir une activité de soignant. Enfin, quand je dis étonnamment, pas tant que ça, c'est que je suis pas allé en médecine pour rien. Et ça me manquerait de pas allier les deux. Donc en fait, tu as choisi ce poste-là avec ce mi-temps à la fac et ce mi-temps à l'hôpital. C'est ce poste-là que tu as choisi plus que je choisis de faire une carrière hospitalo-universitaire. C'est ça. En fait, honnêtement, quand j'ai fini mon internat, je devais partir en tant qu'assistant spécialiste, donc non universitaire, sur le CHU de Dijon, puisqu'à priori, je devais pas avoir de poste sur Lyon. Et on m'a proposé ce poste un petit peu au dernier moment.
au grand désarroi de l'équipe de Dijon, pour lequel j'ai encore un peu honte d'avoir abandonné le poste un peu au dernier moment. Mais voilà, on m'avait proposé ce poste-là que j'ai accepté. C'est pas simple honnêtement, hein, parce que j'ai 3 métiers différents dans la même semaine, et j'ai pas le temps de temps que je voudrais accorder à toutes ces activités-là. Mais effectivement, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité. Voilà, moi je suis extrêmement ravi d'avoir pu retrouver une place dans l'université à un niveau, au stade d'être enseignant. C'est-à-dire que moi maintenant j'ai l'occasion de travailler par exemple avec les étudiants de l'initiative pédagogique étudiante dont je parlais tout à l'heure, mais avec le regard 10 ans plus tard, et avec la vision de comment j'ai voulu créer les choses il y a 10 ans et comment j'ai voulu faire évoluer les choses. Donc j'ai eu une amie plutôt, qui m'a dit il y a quelques mois maintenant, qui m'a dit mais en fait c'est complètement délirant, t'as réussi à te créer ton propre poste. C'était pas volontaire, et c'est pas tout à fait ça, mais en fait c'est quand même pas loin de la vérité. C'est-à-dire que j'ai des activités où sans le Evan du passé qui a fait des choses dans la faculté, j'aurais pas eu les mêmes activités maintenant. J'ai une petite question. Qu'est-ce que l'enseignement t'apporte que la médecine ne t'apporte pas, et qu'est-ce que la médecine t'apporte que l'enseignement ne t'apporte pas? Pourquoi t'as autant besoin des deux? C'est une sacrément bonne question. Il va falloir que je trouve une réponse pertinente. Ce que la médecine m'apporte que l'enseignement m'apporte pas, c'est ce contact avec les patients, parce que finalement, un étudiant, il est en attente d'apprendre, mais entre guillemets, c'est qu'une personne à une étape différente du même cursus, avec ses différences, etc. Mais je pense que sur le patient, il a une attente, et puis en tant que médecin, on a cet enjeu, au moins pour l'amour propre, de diagnostic et de prise en soin. Moi, j'avoue qu'aussi c'est le travail collaboratif avec d'autres soignants. C'est pour ça que j'avais beaucoup hésité entre la radiologie et la génétique. C'est dans les deux disciplines, on travaille très facilement au contact avec d'autres collègues, que ce soit d'autres spécialités médicales, parce qu'on est très transversal, ou que ce soit des professions paramédicales ou autres professions de santé, des psychologues, des conseillers en génétique, des techniciens en imagerie médicale. Et on a ce travail collaboratif en pédagogie, mais l'objectif est pas le même. Là, ça reste en santé, ça reste finalement aider autant que possible le patient. Après, j'ai bien conscience que ce soit quand même une réponse assez floue, je pense. Après, la réponse dans l'autre sens, j'avoue que c'est difficile à dire, parce que en fait, c'est tellement intrinsèque à comment je travaille tous les jours, que parfois j'ai un peu de mal à distinguer les deux. Je pense que la pédagogie. Comment répondre à ça? Punaise, j'avais pas vu venir cette question-là. Oui, je sais, honnêtement, c'est très difficile à formuler. Je réfléchis. Prends ton temps. Oui, ça va être un petit moment à couper. Ah, punaise. Éventuellement, c'est peut-être une réponse toute faite, hein, mais on dit souvent dans le cursus santé, on a tendance à pas trop réfléchir. Quand on apprend, on mémorise beaucoup de choses. Et peut-être que la pédagogie, ça m'a apporté justement cette réflexion, en me disant dès qu'il y a un phénomène que j'essaye d'apprendre en médecine, en fait, automatiquement, moi, je vais essayer de le décortiquer, pas seulement pour le comprendre en tant que futur médecin, mais pour le comprendre en me disant comment je vais pouvoir l'enseigner si un jour je suis amené à l'enseigner. Indirectement, ça m'aide en tant que médecin à me dire, voilà, face à mon patient, j'ai besoin de cette compétence-là, j'ai besoin de cette compétence d'enseignement pour être plus pertinent dans mes soins. Pour donner un exemple, dans ma discipline, moi, ce que j'aime beaucoup dans la génétique médicale, c'est que dans la même consultation, on peut être très technique, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies de génétique qu'on doit expliquer. On a des connaissances sur ces techniques pour dialoguer avec nos collègues au laboratoire, par exemple, mais ces connaissances, il faut qu'on les mette un petit peu en veilleuse, ou en tout cas qu'on les adapte quand on doit expliquer les techniques donc aux patients et à leur famille. Puisqu'en fait, quand on fait des techniques, quand on propose des analyses génétiques, on est censé expliquer précisément,
en tout cas autant que possible, ce qu'on va proposer en s'adaptant donc à la personne sans l'infantiliser et en essayant d'être le plus clair possible pour qu'il soit, comme on dit, qu'il consente à un examen de façon éclairée. Et dans la même consultation, on va plutôt avoir une posture un peu psychologue, c'est-à-dire que quand on fait une annonce diagnostique, il faut qu'on le fasse d'une certaine manière. Et ce côté, finalement, ce grand écart entre ces deux activités, en plus d'être d'être clinicien, d'être dans la coordination de soins, eh bien, ce grand écart, je pense que la pédagogie m'a aidé à le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, expliquer une analyse génétique à quelqu'un qui a un doctorat en sciences, c'est pas pareil que quelqu'un qui a jamais vu de génétique depuis son collège. Pareil, la psychologie, des situations compliquées, on va pas les gérer de la même façon. On va pas formuler nos phrases de la même façon face à une personne qui a un diagnostic, par exemple, de maladie de Huntington, des maladies sans traitement, ou un diagnostic, par exemple, d'agénésie dentaire, où il va manquer 3-4 dents, ce qui peut être un préjudice esthétique, ce qui peut être un préjudice pour beaucoup de personnes, mais qui n'est pas du tout sur la même échelle qu'une maladie incurable. Et ça, je pense que sans la pédagogie, à mon avis, j'aurais pas eu la même réflexion. Voilà, je suis pas hyper satisfait de ma réponse, mais c'est celle que je peux faire ce soir en tout cas. En tout cas, moi, ce que je comprends de ta réponse, c'est que la médecine te nourrit dans le rapport au patient et la pédagogie nourrit ta façon d'exercer la médecine. Voilà. C'est là où je trouvais que c'était pas satisfaisant, c'est dans le sens où finalement c'est pas j'ai du mal à séparer les deux finalement. Pour moi les deux sont vraiment intrinsèquement liés. C'est une réponse tout à fait valable. Rapidement, si tu devais changer, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose et tu changerais quoi ? Déjà, je pense que typiquement les troubles attentionnels dont je parlais tout à l'heure, si je les avais su plus tôt, j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire que j'aurais pas peut-être pas fait 3 années pour arriver en 2e année de médecine, j'aurais peut-être pas passé 2 fois l'ECN, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai passé 2 fois le concours, et peut-être que ça m'aurait épargné d'autres difficultés par la suite. Je pense que déjà si j'avais pu, j'aurais choisi génétique dès mon premier ECN, si j'avais été assez malin, et peut-être que j'aurais pas fait le même master 2, j'aurais peut-être fait un master 2 de pédagogie médicale au sens strict. Après, ce que je me dis, c'est que finalement, je suis tombé dans la pédagogie, lapsus révélateur, parce que finalement, j'avais cette réflexion en moi de me dire, mais en fait, je suis un peu perdu dans ces enseignements, j'arrive pas à suivre. Et peut-être que sans ça, j'aurais pas réfléchi autant à ces concepts en pédagogie, j'aurais pas créé des projets liés à la pédagogie. Donc, rétrospectivement, en fait, on peut changer plein de choses, mais finalement, je suis pas si mécontent de comment ça se passe. La toute dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Alors, comme j'ai 3 activités différentes, forcément, j'ai différentes tenues de travail. Mais en tant que soignant, en tant que généticien, clinicien, je pense que c'est assez classique. J'ai une blouse blanche quand il n'y a pas de tache propre dessus, comme celle que j'ai récupérée tout à l'heure. J'ai une blouse à manches courtes et une blouse courte parce que j'ai beaucoup de mal avec les blouses longues. J'ai un marteau réflexe, j'ai un stéthoscope orange vif parce que ça fait plaisir aux enfants. J'ai souvent un stylo avec quelque chose de lumineux ou quelque chose encore une fois pour attirer l'œil de l'enfant, un mètre ruban parce qu'en génétique médicale on mesure souvent des périmètres crâniens ou des envergures, un appareil photo aussi parce qu'on prend souvent des photos de nos patients, pas pour les mettre sur Instagram, mais pour discuter de morphologie avec les collègues. Donc ça c'est la tenue côté hospitalier. Et à la faculté, j'ai une tenue de ville comme à peu près n'importe qui. Je me balade pas en blouse à la faculté parce que finalement je navigue de mon laboratoire ou parfois du laboratoire dans lequel j'exerce ou parfois j'ai une blouse mais en tant que chercheur.
service d'ingénierie pédagogique, service de la communication de l'université, à une salle d'enseignement. Donc là, c'est une tenue de ville tout à fait classique. Juste pour faire un petit clin d'œil à un de mes collègues que tu as interviewé par le passé, Sacha, moi aussi j'ai l'habitude de porter des chemises très régulièrement parce que je suis beaucoup plus à l'aise en chemise aussi. Mais voilà, c'est un peu ça ma tenue de travail de tous les jours. Et si peut-être, ce que je garde à chaque fois sur moi, c'est de la curiosité parce que je pense que c'est extrêmement important, quelle que soit mon activité. Je te remercie, Evan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!